La neuropathie sensitivo-motrice est une maladie qui est peu connue. Les interventions en ergothérapie peuvent faire une grande différence dans le quotidien des personnes atteintes de cette maladie. De plus, plusieurs étudiants seront en contact avec cette maladie en travaillant dans certaines régions. Nous avons donc trouvé pertinent de vous renseigner sur le sujet. À Charlevoix, une mère se rend chez son médecin avec son bébé pour un rendez-vous de suivi. Elle lui explique qu'elle a remarqué que son enfant n'avait pas vraiment de tonus musculaire et que, au niveau moteur, il n'était pas capable de faire ce que les autres enfants de son âge avaient tous acquis. Après un examen complet et un peu de recherche, le médecin conclut que le bébé pourrait être atteint de la neuropathie sensitivo-motrice héréditaire avec ou sans agénésie du corps calleux. Le médecin devra alors discuter avec la patiente et son enfant du diagnostic de la maladie, des causes génétiques, des facteurs prédictifs, des traitements et de comment l'ergothérapie pourrait les aider. Le médecin explique que la neuropathie sensitivo-motrice héréditaire avec ou sans agénésie du corps calleux est une maladie génétique qui touche plus particulièrement les personnes originaires des régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Charlevoix. Cette maladie correspond à une dégénérescence des nerfs périphériques responsables des mouvements du corps et de la perception des sensations. Cliniquement, la neuropathie sensitivo-motrice se caractérise par un retard de développement moteur, une atteinte cognitive progressive, un dysmorphisme au niveau du palais, des mains, de la colonne vertébrale, des chevilles et des pieds, une hypotonie, une amyotrophie, une aryflexie tendineuse et un degré variable d'agénésie du corps calleux. Chez l'enfant, elle se manifeste par un manque de tonus musculaire, un retard de développement moteur et un retard intellectuel léger à modéré. En vieillissant, l'enfant aura de plus en plus de difficultés à marcher. Ses mains, sa colonne vertébrale, ses chevilles et ses pieds se déformeront. Les épisodes psychotiques peuvent aussi faire leur apparition à l'adolescence. La neuropathie sensitivo-motrice héréditaire peut aussi s'accompagner d'une agénésie partielle ou totale du corps calleux, une structure qui est responsable de la communication entre les deux hémisphères du cerveau. Le corps calleux serait complètement absent dans 57,8% des cas, partiellement absent dans 9,4% des cas et présent chez 32,8% des patients. L'agénésie n'aurait aucune incidence sur la gravité des symptômes. Au Québec, environ 100 personnes seraient atteintes de cette maladie. La prévalence est la même chez les hommes et chez les femmes. L'espérance de vie des personnes atteintes est d'environ 33 ans. Saint leur explique que la maladie est causée par un gène récessif engendré par un effet fondateur. C'est alors à cause de la population de ces régions qui a été créée à partir d'un nombre relativement restreint d'immigrants provenant d'une même population. En conséquent, certains gènes seront absents dans la nouvelle population et d'autres plus présents, comme celui qui est porteur du syndrome d'Anderman. Il leur explique alors que comme une personne sur 23 dans les régions affectées, les deux parents étaient porteurs du gène récessif. Il y avait donc 25% de chances qu'un de leurs enfants soit atteint du syndrome en ayant reçu les deux gènes récessifs. C'est le gène SLC12A6 situé sur le 15e chromosome qui est atteint dans la maladie. En effet, les études génétiques ont montré que tous les patients québécois possédaient une mutation ponctuelle sur l'exon 18 du gène. Le gène SLC12A6 code pour la protéine KCC3 qui est un canal ionique cotransporteur qui a comme rôle de transporter les ions de potassium et de chlore à travers la membrane cellulaire. Il est présent dans plusieurs tissus du corps, notamment dans les reins, les muscles et le tissu nerveux. Ces canaux sont très importants puisqu'ils permettent de maintenir un équilibre ionique, notamment au niveau de l'axone des neurones. Il va donc occuper un rôle au niveau de la régulation de leur volume cellulaire. C'est donc très important puisque ça permet de créer un environnement favorable à la fonction de l'axone lors du développement du système nerveux et lors de son maintien tout au cours de la vie. En favorisant la fonction des axones pendant le développement, il va avoir un rôle au niveau de la migration axonale pour permettre la formation du système nerveux. En simulant le syndrome d'Anderman chez des souris avec l'absence de la protéine KCC3, les chercheurs ont pu déduire que l'influx nerveux des motoneurones chez les patients était anormal, ce qui avec le temps amène une dénervation musculaire, donc en induisant des défauts au niveau de la jonction neuromusculaire. Au long terme, cela amène la neurodégénération de ces neurones moteurs, apportant ainsi les déficits moteurs de la maladie. Plus auparavant, KCC3 permet de créer un micro-environnement favorable à la fonction axonale. Son absence simulée chez les souris entraîne donc des gonflements axonaux ainsi qu'une éventuelle dégénération dans les neurones du système nerveux périphérique, soit moteur et sensitif, ainsi que dans ceux du système nerveux central, tels que retrouvés chez les personnes atteintes. Ça peut donc expliquer les symptômes de DI et d'hallucination. De plus, le rôle que la protéine porte dans la migration axonale peut expliquer la génésie du corps calleux, soit la structure qui assure la communication entre les deux hémisphères du cerveau, et ce, en limitant sa formation, mais également en affectant le maintien des neurones qui le constituent, en échouant à la préservation d'un micro-environnement qui leur est favorable lorsqu'elle est absente.
que c'est une maladie assez peu connue, il reste beaucoup de recherches concernant les effets complets du rôle de la protéine KCC3 dans l'organisme. Il est clair que la protéine joue un rôle important dans le maintien et la fonction du système nerveux central et périphérique. Par contre, puisque la protéine est présente dans plusieurs tissus, la recherche est encore nécessaire. Malheureusement, il y a peu de traitements disponibles à ce jour pour une personne atteinte de neuropathie sensitivo-motrice. Or, une chirurgie pourrait être envisagée afin de réduire la concavité de la scoliose. De plus, la prise de médications stimulant l'activité de KCC3 pourrait diminuer les symptômes de la maladie et ainsi ralentir son processus. Enfin, la prise de neuroleptiques ou antipsychotiques pourrait réduire les pensées délirantes chez la personne. Afin de prévenir la maladie, les personnes originaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou de Charlevoix peuvent passer un test de dépistage à partir de l'âge de 18 ans pour savoir s'ils sont porteurs du gène. Suivant le diagnostic initial posé, l'ergothérapeute effectuera les évaluations telles que l'évaluation du développement, soit au niveau moteur, cognitif, affectif, etc., ainsi que l'évaluation du bilan physique et cognitif afin de déterminer les forces et les compétences d'auto-assistance. D'autres éléments caractéristiques vont être à évaluer pour bien comprendre les impacts sur l'engagement occupationnel, comme l'estime de soi, la dynamique familiale, la gestion d'énergie, la présence de douleur, ainsi que les facteurs de risque pouvant compromettre le développement. Chez les enfants, le suivi multidisciplinaire est adapté au rythme de croissance, aux étapes charnières et à la sévérité des atteintes. On va chercher à régulièrement évaluer la coordination, la sensibilité et la force, pour finalement déterminer l'intégration et le développement des stratégies d'adaptation adéquates. Chez l'adulte, le suivi est adapté au tableau clinique et aux besoins des personnes atteintes. On va donc chercher à surveiller la progression de l'atrophie musculaire. Cela va nécessiter plus de suivi régulier pour bien répondre aux besoins du client en conséquence de la sévérité des atteintes. Surtout puisque les débuts de la vie adulte impliquent beaucoup de changements et la confrontation aux difficultés devient souvent plus importante. Les sites d'intervention vont être d'améliorer les habitudes de vie dans différentes sphères, comme dans les AVD et les AVQ, de travailler à trouver des solutions ou des outils visant à compenser les limites découlant des incapacités, ainsi que de sensibiliser la personne et son entourage afin qu'ils soient vigilants quant à l'apparition des incapacités et des difficultés découlant du diagnostic. En général, l'ergothérapeute va travailler beaucoup au niveau de la sensibilité, de l'équilibre, de la proprioception et de la gestion de l'énergie. De plus, il effectuera également de l'enseignement auprès des différents acteurs impliqués, comme les enseignants et les parents. L'atteinte des nerfs périphériques dans la maladie provoque des troubles de la sensibilité et de la proprioception. On va donc chercher à renforcer les automatismes au niveau moteur. Il va également avoir une éducation de la proprioception, par exemple par la stimulation des récepteurs, afin de renforcer les autres sens de l'équilibre, soit les fonctions visuelles et vestibulaires, afin de compenser la proprioception. La diminution de la proprioception et les douleurs contribuent à l'instabilité lors des déplacements, augmentant ainsi les risques de chute. L'ergothérapeute va alors travailler à optimiser les gestes pendant la marche, à réduire la fatigue musculaire et à travailler sur différentes phases de la marche. Elle va également enseigner au niveau de la gestion des capacités d'endurance, des principes de gestion d'énergie et des compensations utilisées à court et à long terme. Selon l'état naturel du fonctionnement du système nerveux, un état physique correspondant à la phase de récupération est suivi après un stress. Un enseignement au niveau de la gestion de l'énergie et des émotions peut aider à induire un état de conscience qui favorise un lâcher-prise, permettant ainsi de mieux gérer ses émotions, ses tensions et ses douleurs. La plasticité neuronale permet de renforcer et de travailler d'autres voies de connexion nerveuse malgré une diminution de connexion sensorielle entre les hémisphères. Les études ont démontré que de meilleures intégrations sensorielles, visuelles et tactiles peuvent être engendrées suite à l'utilisation d'autres voies nerveuses, comme la commissure antérieure. Il est important de travailler au niveau de la performance de la coordination bimanuelle et des stratégies de lecture. Donc, on veut développer des stratégies en lien avec la performance visio-constructive afin d'améliorer une intégration efficace d'informations visio-spatiales telles que la perception des signaux temporels, des stimuli auditifs et visuels. Il est aussi important de simplifier les tâches exécutées. En effet, puisque les voies nerveuses compensatoires sont limitées, cela résulte à une tendance relativement cohérente de déficience dans les comportements complexes. Ainsi, la simplification des tâches exécutées est un moyen d'intervention approprié et permet de travailler les fonctions exécutives. Actuellement, les chercheurs sont en train de mettre au point un enzyme qui pourrait venir couper une séquence dans l'ADN et ainsi modifier les informations génétiques. En effet, Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, deux microbiologistes, ont découvert en 2012 des ciseaux génétiques appelés CRISPR. L'enzyme détecterait la séquence défectueuse dans l'ADN et viendrait couper cette partie. La partie coupée pourra alors être remplacée par une partie saine.
Présentement, cette technique n'a pas encore été utilisée sur des humains. Par contre, dans le futur, avec l'avancement de la recherche, nous serions peut-être capables de venir modifier le gène SLC12A6, responsable dans la neuropathie sensitivo-motrice. Ainsi, nous pourrions guérir les personnes atteintes. En conclusion, la neuropathie sensitivo-motrice avec ou sans agénésie du corps calleux est une maladie héréditaire récessive qui touche les habitants de certaines régions du Québec. Dans cette maladie, on observe une atteinte et une éventuelle dégénération des nerfs périphériques, soit moteurs et sensitifs, ainsi que des nerfs présents dans le système nerveux central, amenant de nombreux déficits moteurs et intellectuels. Il n'existe toutefois aucun traitement pour guérir la maladie, mais une approche multidisciplinaire peut grandement augmenter leur qualité de vie, notamment en traitant certains symptômes. Comme expliqué, l'ergothérapeute a un rôle important auprès de cette clientèle en leur permettant de réaliser leurs occupations signifiantes malgré les incapacités que la maladie leur impose.